Bien, je pense avoir tiré la courte paille. Que je vais essayer de ne pas trop rallonger. Mais enfin, nous avons vécu 2 journées extrêmement riches et en faire une synthèse, voire un bilan, exigerait beaucoup plus de réflexion et beaucoup plus de temps que ce qui me reste. Mais j'en tirerai un certain nombre quand même d'enseignements. D'abord, l'expérience que nous avons vécue, je pense que ce qui m'a frappé, c'est bien la diversité des participants qui sont intervenus, qui ont posé des questions et à qui on a parlé dans les couloirs, dans les réceptions. Je pense que dans un certain sens, nous vivons une expérience interculturelle. Et cela, je trouve très riche. Je vois tout autour de moi des expériences plurilingues ou multilingues, plusieurs langues qui sont en présence et des tâtonnements, des explorations mutuelles dans les rapports entre les participants. Et alors là, je pense qu'on est en plein dans l'interculturel vécu. Une deuxième réflexion pratique, c'est que je me suis aperçu que l'interculturel exige des moyens, des supports, des soutiens, et je suis très conscient que notre rencontre ici aurait été impossible sans le soutien des interprètes, notamment, que je tiens à remercier au nom de tous. Or, sans ces supports et ces soutiens, l'interculturel a beaucoup de difficultés à exister. Or, enfin, quant au contenu des contributions, je suis conscient que le bilan offert par Jean-François Graziani ce matin a passé très rapidement sur les interventions d'hier et je ne voudrais pas répéter tout bêtement, mais j'ai pensé plutôt de tirer un certain nombre de points thématiques qui me sont apparus comme des enseignements. Et là, je dirais un premier thème qui m'a beaucoup frappé, c'est l'itinéraire que nous avons fait vers une compréhension partagée de ce que c'est que l'interculturel. Nous n'avons pas cessé d'interroger cette notion et d'interroger les rapports entre le culturel et l'interculturel. Je ne sais pas, enfin, je suis sûr que nous n'avons pas terminé ce dialogue de découverte d'une conception, mais je pense que, et je parle certainement pas seulement pour moi, nous sommes sortis avec une compréhension enrichie des dimensions de la culture et de l'interculturel. Ce qui est sorti dans... J'ai décidé que je vais éviter de nommer des individus, mais il y a beaucoup d'intervenants qui ont évoqué cette ambiguïté de terminologie entre le culturel et l'interculturel, de même que l'ambiguïté des notions de culture qui circulent. Et la table ronde d'hier a essayé de mettre un peu de lumière sur cela. Une deuxième question thématique. Je pense que là, nous avons fait beaucoup de discussions autour des questions
d'attitude ou de l'incarnation de l'interculturel, l'interculturel incarné, c'est-à-dire ce qu'en français on appelle le savoir-être et qu'on pourrait expliquer en termes de valeurs ou de réflexion métapragmatique ou d'attitude, d'instinct, de réaction personnelle, que l'interculturel, là où il existe, et il existe à peu près partout, est incarné dans les comportements, dans les individus et dans les réflexions que nous ne cessons pas de faire en accompagnant nos actions. Donc, nous n'avons pas encore tout à fait compris l'interculturel, mais nous savons que c'est incorporé dans les personnes. Un troisième élément, je dirais que tout au long de ces 2 journées, nous avons insisté sur l'importance des outils. Et il me semble qu'il y a lieu de réfléchir plus en avant sur les outils dont nous pouvons disposer. Alors, par outils, j'entends beaucoup d'éléments. Il y a le cadre européen, par exemple, qui est un outil de grande importance. J'ai moi-même parlé un peu du profil pour la formation des enseignants, qui est un autre outil. Le portfolio, il y a le portfolio linguistique, il y a le portfolio de la formation des professeurs. Tant de documents utiles. Nous avons parlé des supports en classe et des approches pédagogiques qui forment autant d'outils. L'usage de la littérature, des films, certainement, des blogs, des écrits d'étudiants, l'abécédaire dont on a entendu beaucoup. Des outils pour faire réfléchir à la fois les enseignants et les étudiants. Et n'oublions pas aussi l'outil de l'évaluation. Je mettrai l'évaluation parmi les outils dont nous disposons parce qu'il y a toujours un effet pédagogique du mode d'évaluation choisi. Si l'interculturel n'est pas incorporé dans nos systèmes d'évaluation, il y a toutes les chances qu'elle ne passe pas dans nos pratiques. Et là, je pense que nous avons entendu à plusieurs reprises combien de travail il reste à faire pour incorporer l'interculturel dans nos systèmes d'évaluation et certainement de nos examens. Or, le contexte plus large, je passe au contexte plus large, et là, nous en avons beaucoup discuté, en commençant par les questions de globalisation, mondialisation, qui forment un contexte que nous partageons tous et qui nous offre à la fois des possibilités d'action et des interrogations et des défis. Évidemment, les contextes larges sont différents de pays en pays, de région en région. Et nous avons appris avec beaucoup d'intérêt les spécificités du contexte japonais, coréen, mongolien, européen. Et à chaque fois, nous nous apercevons que notre approche à l'interculturel change selon le contexte large où il s'implante. Cela est vrai aussi pour les politiques éducatives qui existent dans notre concept plus large.
que ce soit le contexte européen ou bien le contexte japonais. Et alors, je pense que nous avons exercé une certaine discrétion dans nos discussions, mais des critiques ont bien percé visant les manques, les incohérences, les difficultés de faire comprendre aux décideurs, dans les ministres, dans les gouvernements, quels sont les vrais besoins dont nous voudrions pouvoir trouver des solutions. Or, dans un certain sens, cela nous a fait entrevoir notre propre rôle en tant qu'enseignants, notre rôle certainement de citoyen, sinon d'intellectuel. Nous avons des devoirs que nous pouvons mener dans notre contexte limité et pédagogique, mais nous sommes aussi invités à voir un peu plus grand et voir comment nous pouvons influer sur les politiques qui finalement vont déterminer les pratiques professionnelles que nous pouvons exercer. Et évidemment, et c'est une autre question, la politique au niveau micro, c'est-à-dire en classe, dans notre situation pédagogique, là, nous voyons des reflets de la politique plus large. Et c'est un domaine où nous avons par contre beaucoup de possibilités d'agir. Et nous avons réfléchi sur un peu le pouvoir réel que détient l'enseignant, le pouvoir qui est médié par le discours. Le discours, nous avons bien vu, le discours est une action sociale. En parlant, on agit aussi. Nous sommes des médiateurs qui exerçons une action directe sur nos étudiants et nous sommes capables de transformer certainement leur environnement, sinon leur identité. Nous sommes capables de labelliser la petite arabe ou bien d'annoncer que Dieu n'est pas dans la classe et donc de transformer l'expérience de nos étudiants. Il en sort des devoirs évidemment vis-à-vis de nos étudiants, mais aussi des devoirs de réfléchir sur notre propre action et nos propres moyens d'action. Or, et j'en arrive à ma dernière idée, c'est que tout au long de nos discussions, nous avons découvert des points communs, des interrogations partagées et même des idées à piquer, certainement. Je pense que ce colloque a été d'abord un exemple de collaboration remarquable et nous invite à procéder à des collaborations élargies. Je pense que c'est pour moi, en tant qu'Européen, je suis très content que nos politiques linguistiques aient un certain intérêt, mais je ne pense pas que cela remplace des collaborations réelles pour faire avancer la réflexion au niveau international et qu'il ne s'agit pas simplement de faire des exportations d'idées ou d'outils, mais de travailler ensemble dans un vrai interculturel, un vivre ensemble
qui est une sorte de traduction de l'interculturel finalement. Donc, les perspectives d'avenir que je vois, c'est que dans la communauté de pratiques que nous représentons, nous découvrons des possibilités de collaboration que nous allons poursuivre à la fin du colloque et dans le temps à venir, j'espère. Je terminerai tout simplement en remerciant surtout Jean-Noriyuki Nishiyama et son équipe, ses collègues, ses étudiants qui ont fait ce travail extraordinaire de nous rassembler et de nous faire vivre l'interculturel de façon si vivante et si efficace. Je vous remercie.